de l'année 2024. Je souhaite que cette année 2024 soit une année de paix, soit une année de sécurité, soit une année d'unité et soit une année de prospérité pour notre pays, pour nos voisins et pour l'ensemble de l'humanité. Et vous qui êtes ici, pour vous individuellement, pour vos proches, pour vos familles, je souhaite la meilleure année 2024 possible. J'ai souhaité organiser ce point de presse, cette conférence de presse pour lancer un appel. Face à la situation de notre pays aujourd'hui, mais surtout face à ce que j'anticipe à mon modeste niveau de ce que peut être la transition, de ce vers quoi la transition est en train de s'acheminer dans les semaines et les mois à venir. Je pense qu'il est de ma responsabilité de leader politique, ayant eu la chance d'exercer des responsabilités importantes dans ce pays, de lancer non seulement une alerte, mais aussi et surtout de proposer des voies et des pistes nous permettant normalement de faire face, heureusement et positivement, à ce que je considère comme des gros nuages au-dessus de notre pays, gros nuages au-dessus évidemment de notre transition, un gros nuage au-dessus du Mali. La situation, comme chacun le devine à son niveau, n'est pas facile. Elle n'est pas facile au niveau de l'humanité, on le conçoit. Mais particulièrement pour notre pays, elle n'est pas facile. La transition, pour moi, est menacée. Et si nous continuons à ce rythme, nous risquons de faire face à des difficultés importantes. Et comme je l'ai toujours dit depuis août 2020, depuis le début de la transition, la réussite de cette transition est la réussite du Mali. La réussite de cette transition conditionne la réussite des régimes qui viendront dans un cadre constitutionnel, nous le souhaitons, après cette transition. Ça, c'est mon objectif et c'est l'objectif de tous ceux qui sont attachés au pays. Je l'ai dit plusieurs fois et en plusieurs occasions. Donc nous devons tous, mais vraiment tous, acteurs politiques, acteurs de la société civile, autorités, simples citoyens, nous devons tous tout faire, mais vraiment tout faire pour que la transition réussisse, pour que la transition n'échoue pas, pour que la transition ne s'enlise pas. C'est personnellement ce enlisement que je crains. Et je le crains d'autant plus que les autorités actuelles de la transition, ils ont réussi quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, en tout cas personnellement, que je n'avais pas vu auparavant. C'est de réveiller chez les Maliens un grand sentiment d'attachement au Mali. Patriotisme, nationalisme. Ce grand sentiment-là, nous devons tout faire pour qu'il ne reflue pas, pour qu'il ne se transforme pas encore une fois en grande déception. Parce que qu'à Dieu ne plaise, si cette fois-ci, les Maliens sont encore déçus, moi je pense qu'il va être difficile de réveiller encore aux Maliens l'espoir. L'espoir pour le lendemain meilleur,
l'espoir pour sauver le pays. Et nous risquons d'ouvrir pour notre pays les portes du chaos et les portes du désespoir et les portes de l'enfer. Je pèse mes mots. C'est pourquoi nous devons sauver la transition, sauver l'espoir que la transition a suscité et faire en sorte que la transition se passe bien, se termine bien. Je sens ici ou là des attitudes qui consistent à dire attendons et laissons-les tomber. Je mets en garde toute personne, tout responsable contre ce type de comportement ou ce type d'attente. Parce que espérer que les autorités échouent, c'est parier sur l'échec de notre pays. Pas son succès, mais son échec. C'est pourquoi j'ai rédigé ce document et c'est pourquoi je vous ai convié pour vous en parler. Ce document, il commence par justement ce par quoi je viens de commencer. C'est de dire aucun d'entre nous, simples Maliens ou leaders, ne gagnerait à l'échec de la transition. Ce serait une attitude et un pari suicidaire que de parier et d'espérer l'échec de la transition et des autorités de la transition. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, quel que soit ce que nous pensons, quel que soit ce que nous voulons, qui que nous sommes, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons aider le pays, il faut que nous aidions les autorités de la transition à réussir. Et pour moi, cette réussite passe par le traitement approprié de 5 grands défis. Il y a beaucoup d'autres défis, mais pour moi, les 5 grands défis que je vais vous présenter sont de très loin les plus importants actuellement. Et ces défis, si on ne les traite pas, sont de nature à compromettre la réussite de la transition, voire à entraîner l'échec de la transition. Le premier défi, c'est celui de la paix au nord et ailleurs dans notre pays. Et à ce titre, il faut saluer la volonté du chef de l'État annoncée dans son discours le 31 décembre 2023 dernier, où il a ouvert les perspectives d'un dialogue entre Maliens. La paix aujourd'hui, on ne peut l'obtenir que par le dialogue et par les discussions. Tout individu normalement constitué sait qu'on n'obtient jamais la paix par les armes. On a beau vaincre par les armes, on finit toujours par obtenir la paix autour d'une table. Et les autorités sont à féliciter pour avoir ouvert cette perspective. Seulement, nous devons éviter que cette perspective soit un monologue et que cette perspective soit un processus administratif qui débouche uniquement sur des mots au-delà de vraies résolutions, de vraies ententes entre l'ensemble des composantes de notre pays. C'est pourquoi je pense que les autorités de la transition et tous ceux qui sont employés sur la question du dialogue doivent s'ouvrir, discuter avec l'ensemble des composantes de notre pays, dont la CMA, pour que ce dialogue intermalien ait des chances de réussite. Ce sont les partis en conflit qui doivent se parler. Et au-delà des partis en conflit, l'ensemble du pays. Je profite de cette occasion, et je l'ai dit dans le document, qu'il ne faut pas oublier les Maliens, nos compatriotes qui sont engagés dans l'aventure terroriste. Parce que
les groupes terroristes ont aujourd'hui plus d'impact sur la sécurité de notre pays que la rébellion. Si on veut obtenir la paix et la stabilité du Mali, il faut aussi parler à ceux-ci. Et là, je n'invente rien. Les Maliens ont toujours souhaité ça. Le dialogue national, mais aussi les assises de la refondation ont indiqué, selon les Maliens, qu'il faut qu'on se parle. Donc moi je pense que le dialogue intermalien est aussi l'occasion pour que nous puissions nous parler sur toutes ces questions de sécurité, nous puissions avoir des résolutions sur toutes ces questions de sécurité et que nous puissions donner une chance à la stabilité et à la paix. Si ça devait prendre plus de 2 mois, n'hésitons pas. Parce que j'ai entendu le chef de l'État dire, au plus tard fin février, il faut qu'on ait les conclusions. Si ça doit prendre plus que ça, n'hésitons pas. La paix n'a pas de prix, la sécurité n'a pas de prix. Trouvons les conditions de nous parler sérieusement avec les vrais acteurs, avec des acteurs représentatifs, pour qu'on balise le chemin vers la paix véritable dans notre pays. Le Mali est un pays démuni. Le Mali ne doit pas être obligé de consacrer toutes ses ressources aux armes. Cela n'est pas soutenable et je crois que nous le savons tous. Ceci pour introduire le deuxième défi, qui lui est lié au fait que nous n'avons pas suffisamment de ressources. C'est la question énergétique. Comme vous le voyez, la conférence de presse elle-même, elle est en train de se faire pendant que le courant est coupé ici. C'est un groupe électrogène qui est en train de fonctionner. Je crois que ça, c'est la réalité de chacun de nos compatriotes à Bamako. C'était la réalité de nos compatriotes en dehors de Bamako depuis longtemps. Mais c'est la réalité malheureuse à Bamako depuis quelques mois. Chacun d'entre vous, vous pouvez en témoigner. Je ne me rappelle pas, dans ma vie d'adulte, avoir été témoin de délestage au Mali en décembre et en janvier. Je ne me rappelle pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des délestages significatifs pendant qu'il fait froid en janvier. Qu'est-ce que cela sera en mars, en avril, en mai? Quand on écoute le discours du chef de l'État, je fais encore référence au discours du chef de l'État, il n'a pas annoncé de délai. Il n'a pas annoncé de mesures concrètes, précises, avec des impacts visibles. Il n'a pas annoncé de chronogramme. Parce que simplement, nous devons le constater, nous sommes démunis face à cette situation. Les délestages risquent de durer et de durer. Si nous continuons ainsi, nous ne sommes pas à l'abri de problèmes dans les semaines et les mois à venir. Cela est incontestable. Est-ce qu'il faut s'asseoir et attendre que ces difficultés arrivent? Moi, je pense qu'il est temps qu'avec les autorités, que nous nous parlions et que nous disions d'abord la réalité aux Maliens. Que nous mesurions les efforts à fournir par les uns et les autres. Que nous communiquions, mais que nous le faisions ensemble. Quand je demande l'unité pour sauver la transition, c'est son illustration concrète. Les acteurs politiques, la société civile, tout ce que le pays compte de leaders, de personnes qu'on écoute, doivent être associés à la communication autour des délestages. Pour amener les Maliens à patienter, pour amener les Maliens face aux situations à faire preuve de résilience. Ils en sont déjà l'habitude, ils en ont déjà l'habitude.
mais on est résilient que face à quelque chose qu'on connaît et dont on fixe dans le temps l'évolution et l'éventuelle solution. Mais face à l'incertitude, personne ne peut être résilient. Là aussi, je lance cet appel. Nous avons perdu suffisamment de temps dans les accusations sans lendemain. Nous avons perdu suffisamment de temps dans blâmer un tel ou un tel. Oui, les uns et les autres ont été responsables, coupables par le passé, mais il faut faire face aujourd'hui à la situation. Et pour faire face aujourd'hui à la situation, l'unité est la seule voie. Troisième défi, lié aussi à la question de l'énergie, les difficultés économiques et financières du pays et de l'État. L'État, aujourd'hui, a beaucoup de difficultés à faire face à ses engagements, et je pense que nous le savons tous. Le paiement de la dette intérieure, les difficultés ici ou là à faire des investissements, le recours régulier aux emprunts à des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous nous endettons. L'État malien s'endette comme un Malien lambda. Le taux d'intérêt tourne autour de 8%. Regardez juste quand ces endettements ont commencé. Ça a commencé dans la période de IBK, ça n'a pas commencé dans la transition. Quand les endettements ont commencé, on avait des taux de 4-5%. Déjà très élevés. Parce que les États généralement s'endettent à 0,1%, à 1%, à 0,5%. C'était ça nos habitudes des 30 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes passés en 4-5 ans. De 4%, 5% de taux d'intérêt maintenant à 8%. Ça veut dire que ceux qui nous prêtent de l'argent ont de plus en plus de doutes à notre capacité à rembourser. C'est pourquoi ils rendent l'argent cher. Si on continue, on va s'arrêter à quel niveau? Là aussi, reconnaissons les difficultés. Face aux difficultés, prenons des mesures. Et au rang des mesures, les autorités doivent donner l'exemple. Il n'est pas concevable qu'au moment où il y a ces difficultés économiques et financières, où on s'endette pour faire face à nos dépenses, que nous ayons des budgets de fonctionnement qui augmentent. Ce message ne peut pas être compris par les citoyens. Donc quand on va demander à chacun de faire des efforts, il faut que les autorités soient les premières à faire des efforts. Reconnaître ces difficultés ne veut pas dire j'ai échoué, mais c'est se donner la chance de pouvoir continuer à travailler au service des Maliens. C'est ce message qu'il faut dire à nos autorités. Là aussi, nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de nous donner la main. Nous traversons des moments difficiles. Pour faire face à ces moments difficiles, chacun doit faire des efforts, les autorités les premiers et l'ensemble de la composante nationale ensuite poursuivre. Si nous laissons faire, nous allons aller doucement mais sûrement par nous enfoncer, nous enliser, et qu'à Dieu ne plaise nous réveiller un jour au milieu des difficultés. Il faut anticiper. C'est l'objet de cette rencontre. Autre difficulté, n'ayons pas peur de le dire, les restrictions aux libertés. Au moment où nous voulons qu'on se rassemble, on ne peut pas restreindre les libertés. Parce que quand on restreint les libertés, quand on prive de parole certains acteurs, ceux-ci et ceux qu'ils représentent ne se sentiront pas concernés par ce qui se passe.
On ne peut pas mobiliser sans libérer la parole. La liberté d'expression dans notre pays, sa quête a nécessité que des personnes se sacrifient. Les Maliens sont morts pour qu'on puisse s'exprimer librement. Ne l'oublions jamais. Je pense que cet appel à l'unité ne peut pas être complet si nous ne travaillons pas sur la question des libertés d'expression aussi. C'est l'une des meilleures manières de mettre les gens ensemble. Toute autorité, tout pouvoir, tout régime a besoin d'entendre des sons discordants, des critiques pour améliorer son fonctionnement. Ce n'est pas pour rien que dans notre pays, on a le statut de l'opposition. Ce n'est pas pour rien que dans notre pays, on a même, dans le passé, libéré un budget pour les opposants. Parce que c'est indispensable à la démocratie. C'est indispensable à la mobilisation nationale. Et c'est indispensable à la réussite de ceux qui dirigent. Donc, aidons la transition. Parlons avec les leaders de la transition sur la question des libertés d'expression. Nous ne contestons pas la justice. La justice fait partie de la démocratie aussi. Mais il faut que politiquement, nous discutions sur cette question. Et nous essayons d'établir dans notre pays, pour la période de la transition, et sans doute pour les périodes qui vont suivre, un ordre où on va permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. On va permettre aux uns et aux autres de critiquer, d'émettre des opinions différentes. Cela aussi, pour moi, fait partie des actions pour aider la transition à réussir. Le dernier défi, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel est un des objectifs majeurs de la transition. Le retour à l'ordre constitutionnel est lancé par l'adoption de la Constitution en 2023. Constitution qui a été préparée, élaborée par les autorités de la transition. Pour que nous puissions appliquer cette Constitution, il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est un devoir des autorités. Et c'est à ce titre-là que le chef de l'État, dans son discours, a indiqué que la transition fera des efforts en 2024 vers le retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça veut dire que lui-même est persuadé que c'était un objectif de la transition. Sauf qu'en indiquant cela, il n'a pas donné de date. Il n'a pas fixé de chronogramme. Au même moment, nous avons tous été témoins du fait que le ministre d'État en charge de l'administration du territoire a annoncé en septembre dernier le report de l'élection présidentielle, selon lui-même, pour un léger temps, un léger report. De septembre à janvier, nous n'avons pas eu la chance de rencontrer le ministre pour nous donner des indications sur le contour de ce léger report. Et au même moment, nous avons aussi été témoins du fait que dans le budget de l'État pour 2024, on a enlevé le budget des élections. Si le budget d'État est l'illustration chiffrée de décisions politiques, ça veut dire que la décision politique de nos autorités, c'est de ne pas organiser les élections en 2024. Nous avons besoin
que nos autorités nous fixent un cap en la matière. Je ne donnerai pas de date, mais qui nous fixe un cap. Parce que c'est ce cap qui va aussi permettre de faire face aux autres défis. C'est ce cap qui va aussi permettre aux Maliens de patienter. Mais si on n'a pas de cap en la matière, on est dans l'incertitude. Et si nous sommes dans l'incertitude, la patience des uns et des autres risque d'être remise en question à un moment ou à un autre. Le cap pour le retour à l'ordre constitutionnel est aussi souhaitable. Et là aussi, les acteurs politiques, la société civile, les institutions, nous devons être en mesure de nous parler. Les réformes qui sont en cours, où est-ce qu'on en est? La question du fichier électoral, où est-ce qu'on en est? Maintenant, dans quel cadre, selon quel chronogramme, nous pouvons ensemble convenir pour que la transition puisse s'achever afin que nous entrons dans un ordre constitutionnel. Et je rappelle, ordre constitutionnel qui est l'objectif de la transition. Et le discours du président de la transition le montre très clairement. Ces 5 défis nécessitent pour moi que nous parlions entre fils et filles du pays. Il ne s'agit évidemment pas de chercher des postes, je vous rassure. Et je pense que je suis crédible en le disant. Parce que chaque fois qu'on dit dans notre pays, mettons-nous ensemble, il y a des gens qui pensent gouvernement d'union nationale, poste. Il ne s'agit pas de ça du tout. Donc il ne s'agit pas de poste, de place, d'avantage. Au moment où on est en train de demander de se serrer la ceinture, je pense que ce serait très mal approprié que de penser à des places et à des postes. Trouvons des formules, entendons-nous. Moi, j'estime donc qu'il est de mon devoir de citoyen, d'homme politique, de responsable public, d'attirer l'attention de nos autorités, d'attirer l'attention de l'ensemble national sur le fait que l'heure est grave. Ma connaissance du pays, ma connaissance de l'État, ma connaissance du fonctionnement des institutions publiques m'incite à prendre la parole aujourd'hui pour le dire. Et donc appeler solennellement l'ensemble des forces vives du pays. Ne restons pas les bras croisés face aux difficultés auxquelles font face nos autorités aujourd'hui. Aidons-les dans la vérité, aidons-les dans la sincérité, aidons-les avec un esprit réellement patriotique qui nécessite que chacun soit prêt à se sacrifier, à abandonner ses avantages, à réduire son confort pour que l'ensemble collectif puisse progresser. C'est donc compte tenu de cela que j'ai décidé de rédiger ce document. C'est compte tenu de cela que j'ai décidé de vous convier ce matin pour vous le présenter, mais aussi pour discuter avec vous, parce que je sais que, et je ne suis pas fan des points de presse, juste vous réunir, vous donner un document, parler et partir, ça je ne suis pas fan de ça. C'est pourquoi aussi j'ai ouvert la possibilité que les questions que vous voudriez poser, que vous puissiez les poser, afin que je puisse vous donner modestement les explications que je peux faire. Donc nous allons ouvrir les jeux des questions-réponses. N'hésitez pas à poser les questions que vous voulez en bambara ou en français. J'allais ajouter l'anglais, mais ça c'est un peu inapproprié.
mais malheureusement, je ne parle pas les autres langues nationales. Donc le bambara et ensuite le français qui est la langue de travail du pays selon les autorités. Je suis tout à fait prêt à vous répondre dans ces deux langues, Inch'Allah. Merci. Prenne la parole qui veut. Les journalistes surtout. Oui, les journalistes seulement. On va directement. Oui. Ok. Bonjour à tous. Moi, je suis Toubna Traoré, je suis journaliste à la rédaction du Mali. Moi, j'ai une seule question. L'ancien Premier ministre a dit que l'air est grave et puis il a appelé à l'unisson. On sait que les partis sont créés pour conquérir et exercer le pouvoir. Mais, depuis un certain temps, comme vous avez eu à le dire, on ne parle pas d'élections, ni rien, des actions ne sont pas entreprises dans ce sens. Et puis les acteurs politiques sont là, ils ne disent rien. Est-ce à dire que dans les jours à venir, vous allez démarquer tout le monde pour créer un grand rassemblement afin de mettre la pression sur les autorités pour que les élections puissent être enfin organisées? Merci. Ce dont je parle là est très largement au-delà des élections. Vous avez sans doute entendu pendant cette transition, et à raison, que penser uniquement aux élections, en laissant, oui, il m'avait prévenu, hein, mais comme il m'a posé la question, j'ai tendance à le regarder. Je vais regarder les caméras. Que penser uniquement aux élections, c'est courir le risque d'organiser les élections sur un tas de ruines. Les élections, c'est quand même pour diriger un pays. Si le pays n'existe pas, qu'est-ce que vous allez diriger? Ce dont je parle ici, ça va au-delà des élections. C'est d'abord la période actuelle, la période de la transition. Nous devons tout faire pour que cette période soit la plus stable possible. Que nous soyons unis dedans, que nous essayons de régler les problèmes que nous pouvons régler pendant cette période et que nous la finissions, parce que la période doit être finie à un moment ou à un autre. Le chef de l'État lui-même l'a dit dans son discours, et que nous la finissions de manière heureuse. Cela répond à une partie de votre question ou à votre question. Le retour à l'ordre constitutionnel, il y a la question des élections. Mais les défis auxquels le pays fait face aujourd'hui, ce n'est pas seulement organiser les élections et fermer la porte. Il faut que nous ayons une transition stable, unie, où on peut faire face aux problèmes et que ensemble, j'insiste beaucoup sur le terme ensemble, que nous puissions terminer la transition de manière convenue, de manière convenable, de manière consensuelle. Et moi, je pense que c'est encore possible. Je ne raisonne pas en termes de pression. J'ai entendu faire pression, non. Je raisonne en termes de convaincre. Asseyons-nous, parlons du pays, parlons de la transition, parlons de ce que nous avons à faire pour mettre les Maliens ensemble, faire face aux défis de l'heure, et parlons de ce qu'il faut faire pour que le Mali puisse continuer son chemin demain et après-demain. Je suis sûr que si nous le faisons, nous pouvons aboutir à des solutions qui contiennent ce que vous avez dit, sans forcément raisonner en termes de rapport de force, de pression, de combat, de je ne sais quel autre terme belliqueux. Vous avez vu, je préfère parler même en ce qui concerne de sécurité, plutôt de paix que de guerre. Et ça, c'est les autorités de la transition elles-mêmes qui ouvrent cette perspective. Nous avons régulièrement entendu ces derniers temps neutraliser, détruire, tuer, vaincre. Il faut maintenant que nous rassemblions, nous gagnons la paix et la stabilité, parce qu'on ne peut rien construire sans paix et sans stabilité. Je l'ai dit il y a juste une semaine à la conférence de la demande. Le vrai défi pour les Maliens aujourd'hui, c'est les sécuriser, c'est leur donner l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, les emplois. C'est ça le vrai défi. Et on ne peut
régler aucun de ces défis durablement si on n'est pas en paix et en stabilité, si on n'est pas ensemble et si on ne règle pas nos problèmes de manière civilisée. Donc, pour répondre à votre question, il s'agit d'abord de travailler à ce que la transition réussisse, soit stable et enfin maintenant obtenir que la transition s'achève dans les meilleures conditions possibles et donc par des élections, comme vous l'avez dit. Ok? Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Hervé Ndépo, du journal Le Figaro et la radio Sahel FM. J'ai une préoccupation, vous avez parlé de liberté d'opinion. Et on constate que ces deux derniers jours, ces mois, certaines personnes sont arrêtées pour leur opinion, surtout la cybercriminalité, on parle de cybercriminalité. Que pensez-vous de cette loi, la cybercriminalité? Est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus? Bien vrai que ce n'était pas dans votre programme, mais vous avez parlé de liberté d'expression, ça va ensemble, j'aimerais que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Merci bien. Bon, comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment l'ordre du jour. Maintenant, la loi, elle est là, elle est disponible et elle a été prise il y a quelque temps. Ce n'est pas une loi qui a été votée pour juste arrêter les gens. La question de la cybercriminalité est une question importante pour toutes les collectivités humaines et tous les pays ont des textes en la matière. Ces textes ont été pris avec la participation des acteurs. Moi, je pense que s'il y a des reproches à faire à ce type de texte, ce sont d'abord les acteurs de la presse, les organisations fêtières de la presse qui doivent regarder le texte et dire objectivement ce qu'ils reprochent. Et ensuite, maintenant, travailler avec les autorités pour que les textes puissent éventuellement être modifiés demain et après-demain. Et ce travail-là, c'est un travail démocratique, c'est un travail normal. Il faut se donner les moyens de le faire. Mais nous avons besoin de textes sur la cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité, comme vous le savez, est quelque chose qui menace même souvent l'équilibre de nos sociétés. Et puis, je crois que vous êtes tous aussi témoins de l'utilisation des réseaux sociaux pour insulter, pour vilipender, comme on a eu à le voir par le passé. Mais là, il faut constater que ça aussi, ça a beaucoup diminué parce que la justice a commencé à faire son travail. Donc, quelque part, l'action de la justice a permis d'assainir quelque peu. Est-ce qu'il y a une utilisation de certains aspects du texte pour véritablement restreindre les libertés d'expression? C'est une question qui mérite d'être posée. Mais moi, quand j'ai abordé la question de la liberté d'expression, je l'aborde politiquement. Politiquement. C'est la politique est au-dessus de tout. Après, maintenant, les aspects techniques vont suivre. J'ai dit politiquement, il faut qu'avec les autorités, nous puissions discuter dans cette période-là et voir dans quelle mesure on peut permettre la liberté d'expression tout en ayant une période de transition stable. On est entre gens intelligents qui connaissent les réalités du pays. Si on s'assied et on discute, je pense qu'on peut obtenir un certain nombre de modes opérationnels qui puissent nous permettre de sortir de cette situation de tension. Les arrestations créent de la tension et de la division. Surtout quand les arrestations concernent des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, ils ont des milliers, des dizaines de milliers de personnes derrière eux. En les privant de liberté, ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes seront forcément touchées. Et ça, c'est un peu comme si on déchire une partie de l'unité nationale qu'on veut créer, quoi. C'est ce côté-ci, sur ça que je veux mettre l'accent, et donc travailler avec les uns et les autres pour que la liberté qui a été une réalité dans notre pays, vraiment très forte, pendant des décennies, qu'on puisse continuer à évoluer dans la même situation. Oui. Merci bien, Monsieur l'ancien Premier ministre. Moi, c'est par rapport au volet du dialogue intermalien. C'est Adama de Fofana. Je suis du journal Le Républicain. Avec la situation actuelle entre les autorités du pays et certaines grandes figures de la CEMA, est-ce que pensez-vous que
qu'est-ce que vous proposez pour amener ces axes-là sur la table du dialogue intermalien? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le second volet, par rapport toujours au dialogue intermalien, est-ce que pensez-vous que le dialogue intermalien met directement l'accord d'Alger à la porte? La troisième question, monsieur le Premier ministre, ça. Ok, allez-y. Allez-y rapidement. La troisième question, de mon entendement, votre exposé, il ressort que vous êtes un peu pessimiste par rapport à la situation du pays. Pessimiste même. Qu'est-ce que, en tant qu'ancien Premier ministre, est-ce qu'on peut attendre un jour une proposition concrète de ces défis dont vous avez fait face et révéler tout de suite, un jour, des propositions concrètes venant de votre parcours et des autorités de la transition? Ok. Merci. Je ne suis jamais pessimiste. Je suis alarmé. Je suis inquiet. Et c'est pour éviter de tomber dans le pessimisme et dans le désespoir que j'ai décidé de manière anticipée de lancer l'alerte. L'activité de ce matin, c'est lancer l'alerte et dire attention, méfions-nous de l'eau qui dort. Il y a un certain nombre de tensions qui sont là. Ces tensions sont en mesure de créer des difficultés. Nous sommes déjà dans certaines difficultés, mais on risque de renforcer ces difficultés-là. Et cela d'autant plus que sur chacun de ces défis, il y a des voies et des moyens de les gérer entre nous, Maliens. L'idée du dialogue intermalien tout à l'heure, c'est une solution, c'est une ouverture. Mais cette ouverture doit être gérée de manière appropriée pour ne pas conduire à une autre impasse. C'est là où je l'ai présenté. Mais c'est une solution, ce n'est pas un problème. Dialoguer est une solution. Mais il ne faut pas que ce soit une demi-solution ou un quart de solution. Et que ça soit trop rapidement fait, qu'on aboutisse à des conclusions déjà rédigées au début, et finalement qu'on ne fasse que relancer les conditions des conflits. Sur chacune de ces défis, sur chacune de ces difficultés, il y a des solutions. Moi, personnellement, je suis en mesure de donner des contributions, des idées, je le fais tout le temps, sur tous les problèmes. Mais je ne me vois pas moi seul par rapport à cette situation. Si je lance un appel aux acteurs de la société civile, c'est que je pense que les acteurs de la société civile, individuellement, en groupe, dans leur diversité, sont en mesure d'apporter des éléments à cette situation. Si je lance un appel aux acteurs politiques, si je lance un appel aux personnalités, je n'ai pas encore suffisamment parlé des personnalités, des anciens premiers ministres, des anciens présidents, tous ces acteurs-là sont en mesure, individuellement, d'apporter des contributions à la situation du pays. Donc, il faut créer un cadre, une occasion, un processus où on va s'écouter, où on va concéder des choses les uns aux autres, on va définir ensemble des résolutions et on va les mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas individuel. L'appel lancé est individuel, mais l'appel lancé, c'est à des dizaines, des centaines d'acteurs. Et ensemble, le génie malien, auquel je crois profondément, peut nous permettre de sortir positivement de chacun de ces défis. Maintenant, le dialogue intermalien et l'accord. Si vous avez suivi nos autorités, jamais nos autorités n'ont rejeté l'accord d'Alger. Jamais. Donc, restons derrière nos autorités sur la question de l'accord d'Alger. Jamais elles n'ont rejeté l'accord d'Alger. Le dialogue va permettre, pour moi, utilement, de convenir de ce que j'appelle une offre de paix, qui va avoir des illustrations concrètes en termes de modification de l'accord d'Alger. Parce que tout le monde convient que l'accord d'Alger, ne serait-ce que par le fait que maintenant, ça fait maintenant 9 ans qu'il a été signé, il est quelque peu
en certains aspects dépassé, quelque peu en certains aspects inapplicable. Il doit tenir compte aussi des réalités aujourd'hui. Donc, forcément, discuter entre nous, ça va permettre de convenir d'un certain nombre de réformes, de résolutions, d'actions socio-économiques, d'actions militaires, d'actions de sécurité, qui peuvent être la base de la modification de l'accord d'Alger. Mais les autorités n'ont jamais remis en question les accords d'Alger. Je ne les ai jamais entendus remettre en question les accords d'Alger. Au surplus, c'est application intelligente, relecture intelligente, mais pas de remise en question. Et la question de la CMA. Notre pays aujourd'hui contient des personnalités, des organisations communautaires, des organisations religieuses qui sont en mesure de parler avec les acteurs de la CMA. Le Mali a cette chance que son socle est d'abord un socle humain avec un tissu social très dense. Il y a des interactions tous les jours entre des organisations de Maliens, entre des personnalités de Maliennes et les acteurs de la CMA, qui sont des Maliens. Donc moi, je pense qu'il y a toujours la possibilité que des passerelles soient trouvées afin d'amener les uns et les autres autour de la table à discuter et à voir comment nous pouvons utiliser cette main tendue des autorités pour trouver des solutions maliennes, pour une fois, durables, profondes, aux questions du Nord, mais aussi aux questions des terroristes. J'ai dit, il faut qu'on ajoute la question des terroristes. D'ailleurs, la rébellion et le terrorisme, quelquefois, il y a des conjonctions entre les deux. Donc, il faut qu'on ouvre aussi la possibilité de parler aux Maliens qui sont dans l'aventure terroriste et qui ont un impact sur la sécurité. Donc, pour vraiment résumer, je ne suis pas pessimiste, je suis inquiet. Et je voudrais que cette inquiétude nous aide à trouver des solutions ensemble et à sortir de ce que j'anticipe comme une impasse progressive dans laquelle nous sommes en train de nous engager. À sortir de cette impasse, à libérer les énergies et à permettre que la transition puisse vraiment réussir et se terminer de manière positive. Okay. Merci. D'accord. Bon. Ok, bon. Djibril, il y a prévoir qu'une émission de Bamanankana. Parce que tout le monde une conférence en Famba maison avec Tawkana. Déjà, document glané de Tawkana. Bon, il y a sera d'ailleurs les gens qui font Bamananga ni ngali ko Bamananga ni ngali ko do be ambo jabi. Mais ni on be se ni beka. Bamananga na be jen doni. Mais kuma la suru yana dron. Pour un reportage peut-être. Ambe kene minka. Ni wolole mada kenede. Wolole mada mi ne ya nyini ka ke kadaka nyebe fendo natola anga transition kunga nyebe fendo natola anga jamana kunga ni ama wuli nyogon fe ka kumbe abeso ngona ni geleya e transition ma wana na ni geleya e transition ma siga foi tala abena ni geleya e jamana ma nya fonga kuma kono ngo transition damine août 2020 faut que tase bimani kuma kelen de beneda anga transition demain transition kunga che erela adakadi ambela anga na ansigi ka laɲini ka kɛ transition ka bi transition ka free transition ka gɛlɛyaw sɔrɔ bawo minnu bɛ transition kɔnɔna na anw tɛ fɛ ka olu ye hɛrɛ sira kan olu ka ko man di an ye an bɛ fɛ jamana kɔnɔden minnu ye tɛgɛrɛ fu kun o jamana kɔnɔdenw kelen ka gabakurun kɛ k'u bon
ne ko n ko o baara sugu man ɲi bawo transition ka gɛlɛya in y'an bɛɛ ka gɛlɛya de ni maa min t'a dɔn n b'o fɔ ni maa min b'a dɔn fɛnɛ n b'o fɔ o hukumu kɔnɔna la n ko gɛlɛya kumabaw bɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ mais gɛlɛya kumaba 5 bɛ yen fo an ni transition ka jɛ ka baara k'o kan o de la wololemada in bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔw jamana ɲɛmaaw politiki ɲɛmaaw société civile ɲɛmaaw an bɛɛ k'a lajɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma sira jumɛn fɛ ka transition mɔgɔw dɛmɛ ka se ka nin baara kumaba 5 in ka se ka a latɛmɛ hɛrɛ la transition ma ni Mali ma président ye a ka kuma kɔnɔ président Assimi Goïta ko k'a bɛna dayɛlɛ maliyɛnw ka sigi ka fɔ kɛ pour que kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka basigi kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban an kana ni bɛn n ko ka ɲi mais o baara in an kana kɛ fonctionnaire baara dɔrɔn ye o baara in maa minnu ni maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ni u bɛ dɔ dɔn nin ko in na kulu ni kulu minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ dɔ dɔn nin ko in na an k'a lajɛ ko olu fara ɲɔgɔn kan ka kuma da di u ma olu ka lamɛn sigikafɔ ka kɛ hali n'a bɛ tɛmɛ kalo 2 de kan sigikafɔ ka kɛ a ka bange kɔrɔnfɔ kɛlɛ banni na nka sigikafɔ kɔnɔna fɛnɛ na maa minnu n'an b'a f'u ma ko terrorisiw ni maliyɛnw don an kana an kɔ dɔn olu fɛnɛ na dɛ bawo maliyɛnw yɛrɛ y'o fɔ dialogue national kɔnɔ 2019 assise kɔnɔ 2019 ko an ka sigikafɔw caya ani maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye baara kunbaba fɔlɔ ye baara kunbaba filanan ye min ye o ye kurantigɛ ye kurantigɛ in n'a continuera tan a bɛ sɔn ka taa bange gɛlɛyaba la sini ni sinikɛnɛ an bɛ se ka mun k'o la an kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ɲɛmaaw kan ka se ka mun kɛ jamana kɔnɔden ɲɛmaaw kan ka se ka mun kɛ jamana kɔnɔden tɔw kan ka se ka mun kɛ a bɛ ban tuma jumɛn hali n'a tɛ ban yɛrɛ sa an bɛ se ka mun de kɛ pour que an ka se ka a kɔlɔlɔw dɔgɔya an ka sigikafɔw ko kan an ka n'o ko ten dɔrɔn k'a kɛ kuma ye ka taa dɔrɔn don kelen an ka taa balan ou bien an ka taa bange a ka taa bange gɛlɛya dɔ la an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n'o ye gouvernement yɛrɛ ka gɛlɛya ye ka se ka juru min bɛ gouvernement la k'o sara entreprises ka se k'u ka baara kɛ olu ka se k'u ka salariés sara olu ka se ka fɛn caman caman kɛ o gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an bɛ se ka mun k'o la ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye jumɛn kɔfɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye jumɛn an k'o fɛnɛ kuma fɔ ka bɛnkanw k'o kan an ɲɛ b'a la nin tile filanin na ni tile damadɔ in na kuma da bɛ ka dɔgɔya an ka jamana ye jamana ye min ka di min ye o b'o fɔ bawo o ye démocratie kɔnɔna ye wa jamana ɲɛma o ɲɛma ni kuma ma se ka f'i ye kuma min ka di tulo la ani kuma min man di tulo la a ka gɛlɛn i ka baara ka ɲɛ i bolo donc fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ o la ja min bɛ ka da mɔgɔ minnu bɛ kuma olu ɲɛ ani maa minnu kumana olu bɛ ka kɔlɔlɔ min bɛ ka ɲini ka se olu ma an ka lajɛ an ka kuma nin kan politiquement fɔlɔ o la n y'a fɔ n ko justice ko tɛ politique ko de don fɔlɔ ani jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ transition kɔnɔna na an bɛ se k'a to cogoya di kuma da ka yɛlɛnnen ka to mɔgɔw k'u hakilinata di n'i bɛ fɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni maaw ma se k'u hakilinata di i tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan dɛ o tɛ se ka kɛ fara ɲɔgɔn kan lakika ye laban o ye transition yɛrɛ kun bɛ taa cɛ cogoya di an ɲɛ tɛ fɛn na ni maaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ɲɛ tɛ bɔda la u ɲɛ tɛ fɛn na o bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye donc an ka kuma o fɛnɛ kan an b'a fɔ n ko nin don in wajibi transition ka ban nin don in wajibi ayi an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ don jumɛn an bɛ se ka bɛnkanw k'a kan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka o waleya ka baara kɛ ni o ye o fɛnɛ bɛ se ka kɛ bɔda ɲuman ye transition donc ni hakilina kumaba damadɔ n ye wololema da in kɛ ka taa o sira de kan komi n y'a fɔ fɛnɛ n bɛna occasion fɛnɛ sɔrɔ k'a walanwalan inshallah bamanankan na yɔrɔ wɛrɛw la quoi mais kɛ kuma surunyana k'i kɛ kuma jaabi n bɛ o fɔ ka fara kan. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Boubacar Boko. Je suis là pour un faudrix. Vous l'avez dit au début de votre intervention,
vous connaissez bien les institutions de la République, leur fonctionnement. Et effectivement, en vous écoutant, on sait que vous connaissez bien les institutions. Si bien qu'il y a forcément des citoyens quelque part qui nous suivent, qui se disent, mais pourquoi on ne donne pas la chance à celui-là d'appliquer ces si bonnes idées, ces si bonnes propositions. Ainsi, je vous pose cette question. Si par un concours de circonstances, vous êtes appelé à occuper un poste de responsabilité, répondriez-vous? Tout à l'heure, aussitôt que vous avez parlé des dialogues politiques, vous vous êtes hâté de dire non, 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 pour ne pas être mal compris. Et donc, moi, je vous mets, en portant la parole de ceux qui se posent la question, face à cette responsabilité. Si vous êtes appelé à occuper un poste, est-ce que vous répondrez? Ou bien, vous ne voulez pas vous mêler à de tels régimes? Merci. Comme je l'ai dit, et je pense que je vais me répéter, chaque fois que nous présentons une initiative sous l'angle d'occuper un poste, on dévie l'initiative de son chemin. Parce que dans notre pays, malheureusement, les questions de poste et les questions d'avantage ont occulté presque tout le reste. Donc moi, je ne veux surtout pas parler de poste. Je veux que nous mettions nos énergies, nos intelligences, nos capacités et notre ouverture au sacrifice ensemble, autour des autorités de la transition. Et cela sans parler de gouvernement d'union nationale, de changement de gouvernement, de quoi que ce soit. Et c'est possible. C'est une question de créer des cadres où des idées circulent. Et après, si les idées circulent, les autorités ont la possibilité d'appliquer les idées, d'appliquer les suggestions et les propositions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la transition, moi j'ai fait une vidéo, donc c'est public, pour dire que la transition doit être une période où les acteurs politiques, au sens de ceux qui vont se battre pour les élections, qui vont se battre pour les postes, qui vont se battre pour les responsabilités, ne doivent pas être dans le gouvernement. Je l'ai dit. Et je continue à le penser là où je suis. C'est une période exceptionnelle. Et donc, mettons pendant cette période des personnes qui n'ont pas d'ambition et qui ont des capacités. Et il y en a beaucoup dans notre pays. Ce qu'on appelle des technocrates, entre guillemets. Des gens qui peuvent régler les questions techniques sans ambition politique. Et franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le gouvernement est à peu près proche de ça. Quand vous regardez, il y a beaucoup moins de politique au gouvernement aujourd'hui qu'à un certain moment de la transition. Mais si on avait commencé par ça depuis septembre 2020, je pense qu'on aurait fait beaucoup de progrès. Parce que le politique, moi j'en suis un, il a son ambition. Il y a 2 semaines, le parti LMA m'a désigné comme candidat à l'élection. Nous avons nos ambitions, nos idées. Le moment des élections, nous allons essayer de convaincre nos compatriotes de ces idées. Quand nous avons nos ambitions et que vous nous donnez des responsabilités, vous pensez qu'on va oublier nos ambitions pendant que nous sommes dans des responsabilités? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la période de transition doit être une période où on met des gens capables sans ambition. Et je pense que nous tous, acteurs politiques, société civile et autres, nous pouvons les aider sans être nous-mêmes dans les sièges. Et c'est le moment pour le faire. Et je suis encore intimement convaincu que rien n'est perdu. Ouvrons juste des possibilités, des perspectives, permettons aux uns et aux autres de s'exprimer, écoutons-les, discutons, et je suis sûr qu'on peut trouver des solutions à un certain nombre de problèmes de notre pays. Oui. Après, je passe à vous, derrière. Bonjour, moi c'est Madi Sapo. Je suis là pour Mali Online.
Et de prime abord, je vous félicite pour ce document soigneusement élaboré et digestif. Mais j'avoue qu'après lecture de ce document, beaucoup de questions me dans l'esprit. Bon, peut-être que je ferai économie de certaines questions. Mais globalement, ce que moi j'ai compris, vous pointez du doigt vraiment un manque d'unité, d'unisson pour la réussite de la transition. Mais moi je voudrais vous demander, est-ce que réellement ce pays a un problème d'unité? Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup de forums, mais à chaque fois qu'on appelle les gens, on boude les appels. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ramener tout le monde à une même table? Parce que c'est vraiment ça le problème. On appelle les gens boudent les appels. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Merci. Ok. Je vais utiliser votre question pour entrer dans l'opérationnalité. Parce qu'effectivement, quand vous regardez, vous dites, bon, comment on peut faire ça concrètement? Moi, je pense que nous n'avons pas encore tenté un exercice de ce type pendant la transition. Nous ne l'avons pas encore tenté. Chaque fois que nous avons organisé des assises, nous avons réuni dans des salles des centaines de personnes aux idées différentes, très très diverses. Et donc très peu de temps de parole pour les uns et les autres. Et même quand on réunit les acteurs politiques, parce qu'il y a eu des cas de concertation. Vous savez, au Mali, il y a plus de 200 partis, 280 et quelques partis. Mais sérieusement, entre nous, on sait qui est qui. Je pense. On sait. Si vous réunissez ces 280 partis politiques et vous leur donnez le même temps de parole, c'est souvent fait exprès. C'est pour que ceux qui ont des choses significatives à dire, ceux qui sont réellement représentatifs et qui vont peut-être dire des choses qui ne nous plaisent pas beaucoup, qu'ils ne puissent pas le faire. Et donc on noie tout le monde dans la grande masse et on dit, on a consulté les acteurs politiques, et les acteurs politiques, il y a 10% qui a dit ça, il y a 20% qui a dit ça, il y a 40%, et forcément. Et donc, on fait à peu près ce qu'on veut. Il faut qu'on sorte un peu de ça. Au Mali, là, on sait qui est qui. En Badon. Prenons le pari, quand on prend la classe politique, prenons le pari de réunir les 20 partis politiques les plus représentatifs du pays, et on le sait. Discutons avec eux sérieusement. Et là, on va progresser. Quand vous regardez la société civile, c'est la même chose. Ce type d'exercice-là, c'est ce qu'il faut. Et il ne faut pas seulement s'arrêter aux partis politiques et à la société civile. J'ai parlé tout à l'heure des anciens premiers ministres. Ce n'est pas parce que je suis un ancien premier ministre. Mais les anciens premiers ministres de ce pays, regardez-les individuellement. Chacun a une contribution importante à faire sur chacun de ces défis-là. Pourquoi on ne les consulte jamais? Pourquoi on ne trouve pas, ne serait-ce qu'une réunion d'une journée pour discuter avec eux? Voilà les forces vives, représentatives, contributives, réelles du pays qu'il faut consulter sous une forme ou une autre. Si on fait ça, on peut arriver à des résultats. Et quand je prends même les leaders communautaires, j'ai parlé tout à l'heure de la question du Nord. Si vous voulez parler sérieusement du Nord, vous avez un certain nombre d'acteurs. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas parler avec eux. Mais si ces acteurs-là, vous les blacklistez parce que ceux qui vont vous dire ne vous plaisent pas, ou simplement vous leur mettez sur le dos l'étiquette terroriste ou je ne sais pas quelle autre étiquette, vous vous privez d'accord. C'est à quoi je convie, pour l'opérationnalité, quoi. Cette opérationnalité-là nécessite qu'on regarde sérieusement le pays, qu'on ne fasse pas des artifices. On va organiser, par exemple, on le voit même, si je prends même les états généraux de l'éducation. On va aller dans une commune, pendant une matinée, on réunit des gens pour parler d'éducation. Après, le lendemain, on vient au niveau cercle. Après, le surlendemain, on vient au niveau région. Après, une semaine après, on réunit 1000 personnes à Bamako. On va avoir les mêmes conclusions qu'on a eues en 2008 lors du forum sur l'éducation. Si vous regardez sérieusement le secteur éducatif,
des anciens ministres, des anciens secrétaires généraux, des acteurs politiques qui ont contribué en matière éducative, des acteurs de l'éducation sur le terrain. Je vous assure, en faisant une sélection pertinente, ne serait-ce que d'une centaine de personnes, et en les faisant travailler pendant une semaine ou 2 semaines, vous allez avoir une contribution qui sera autrement plus de qualité qu'en faisant un exercice de ce type qui a le vernis de la consultation, mais en réalité qui ne sert pas à grand-chose. C'est ce à quoi moi je veux convier nos autorités. Il faut que nous regardions le pays les yeux dans les yeux et que nous apportons des solutions profondes à ces différents maux. Cela nécessite qu'on discute avec des gens qui vont dire des choses qu'on n'aime pas forcément entendre. Mais sans ça, on va avoir des solutions bien écrites qui iront rejoindre les tiroirs des autres solutions bien écrites des 30 dernières ou des 40 dernières années. Voilà un peu, en termes opérationnels, ce que je pense. Mais après cet exercice, moi je vais initier un certain nombre d'actions. Je vais aller à la rencontre de nos autorités. Les institutions, pas seulement le président de la transition s'il veut bien me recevoir, mais le Conseil économique et social, le gouvernement, le CNT. Et je vais leur porter cette parole-là. Mais je ne vais pas seulement m'arrêter là. Mais je vais voir les anciens premiers ministres, mes collègues. Je vais voir les anciens généraux. Je vais voir des anciennes autorités. Je vais voir les acteurs politiques, la société civile, pour leur porter ce message. Et maintenant, si les autorités sont disposées à ouvrir des couloirs et des passerelles, tant mieux. Si elles ne le sont pas, tant pis. C'est ça. Mais on va continuer, 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 jusqu'à... Oui. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous avez parlé des grands défis. Présentation, s'il vous plaît. Gérard Abdoulaye, journaliste à bongo.com. Vous avez parlé des grands défis dans votre exposition, l'élection. Étant un économiste, on a dit que le budget a été voté par le CNT, mais on n'a pas entendu parler de la loi qui porte sur l'élection. Et on a entendu parler un responsable du Conseil national de la transition que l'année 2024 sera consacrée par le gouvernement. Étant un économiste et étant un responsable politique, que pensez-vous de ce propos? Vous savez, les gens sont libres de leur opinion. C'est c'est le charme de la liberté d'expression. Aujourd'hui, les autorités de la transition sont représentées par la première autorité du pays qui est le chef de l'État. Cet appel au rassemblement et à l'unité lui est adressé à lui premièrement et à ses collègues, à ses collaborateurs. Je pense que c'est à ce niveau que des décisions importantes peuvent être prises. Je ne minimise pas un membre du CNT, mais je ne voudrais pas prendre la parole des membres du CNT comme la parole du président de la transition ou des autorités de la transition. Chacun est tout à fait libre d'exprimer son opinion. Vous avez des acteurs qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que la transition s'arrête. Vous avez des acteurs qui perçoivent des rémunérations. Et la fin de la transition veut dire la fin de ces rémunérations. Donc tout peut s'expliquer dans ce pays-là. Mais quand le pays fait face à de grandes difficultés, je pense qu'il faut s'adresser à ceux qui ont la responsabilité de la charge suprême aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ça. Nous devons le reconnaître et essayer de les aider. Moi, le discours vraiment s'adresse à eux et je pense que si des décisions importantes sont prises, des solutions peuvent être trouvées au niveau du CNT, au niveau du gouvernement, pour aller de l'avant, quelles que soient ces décisions. Bonjour, Madame Fofana, de l'Humanité News. Dans votre exposé, vous avez parlé des défis, mais je n'ai pas entendu parler de coopération internationale. Maintenant, question de finances, vous avez dit que nous sommes à peu près à un taux de 8%, si je ne me trompe pas, donc d'intérêt, alors que c'était moins d'1%. Et ça n'a pas commencé avec la transition.
Alors maintenant, est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel conditionne les rabais de ces taux? Ou bien que proposez-vous en termes de partenaires financiers? En fait, c'est exprès que je ne parle pas de coopération internationale. Pourquoi? Parce que les défis du Mali, c'est d'abord des défis intérieurs. Si nous arrivons à faire face à nos défis intérieurs ensemble, nous pourrons trouver des voies et moyens pour avoir la coopération extérieure dans peut-être de meilleures conditions. Coopération extérieure ne veut pas forcément dire avec un pays. Coopération extérieure veut dire des ressources financières que nous obtenons des marchés régionaux qui regardent aussi ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas comment on va chercher des barres de fonds extérieurs. Le plus important, c'est comment nous allons stabiliser le front intérieur, comment nous allons nous mettre ensemble et envoyer un signal à l'extérieur d'unité, de responsabilité, de sérieux pour faire face à nos défis. Je n'élude pas la question, mais j'estime que le plus important, c'est ce par quoi j'ai commencé. Il ne faut pas que notre unité soit fissurée. Il ne faut pas que nous soyons désunis, que nous soyons les uns contre les autres, comme je suis en train de l'entrevoir, au point que certains souhaitent l'échec d'autres, alors que l'échec d'autres veut dire notre échec à nous tous. Nous devons encore tout faire pour limiter ces failles entre nous. Quand on colmatera ces brèches, l'extérieur c'est la plus simple à gérer. Ça, c'est un peu ma position par rapport à ça. OK? Après, je vais venir là. Monsieur le Président, bonjour à la salle. C'est Sek Moustapha Walampis, journal Walampis. Et moi, j'aimerais vous demander quelles propositions vous avez à donner à l'actuelle autorité malienne par rapport au problème du délestage que nous avons. Pour moi, faisons d'abord le point de la situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le point de la situation, on ne l'a pas encore fait. Les Maliens ont des petits bouts d'informations. Il y a des informations que moi j'ai données que les Maliens ne savaient pas. L'information principale, c'est que EDM travaille à perte. Les Maliens ne savaient pas cette information. Mais EDM travaille à perte. Quand EDM produit 1 kWh, EDM perd de l'argent. Parce que le coût de production du kWh est supérieur au prix de vente. Et je pense que personne sur cette terre ne peut progresser en travaillant à perte. Vous demandez à n'importe quel commerçant, si vous achetez un bien à 10 et que vous le vendez à 8, est-ce que vous allez vous en sortir? Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, EDM est endetté. En plus de travailler à perte, EDM doit beaucoup d'argent. C'est les pertes des années précédentes. Madame le ministre en charge de l'énergie avait parlé de 600 milliards. EDM doit 600 milliards. Parmi les 600 milliards, EDM doit beaucoup d'argent aux fournisseurs de carburant. Et il se trouve que notre système de production est tel que c'est la production thermique qui est la plus importante, celle qui consomme le carburant. Donc si les fournisseurs à qui on doit de l'argent, si on ne les paye pas, ben, ils ne vont pas livrer le carburant. S'ils ne livrent pas le carburant, on ne pourra pas produire. Si on ne produit pas, il n'y a pas d'électricité. Il faut que nous disions, voilà la réalité. Et ce qui est aussi vrai, c'est que EDM a un plan de sortie de crise depuis des années. Parce que EDM connaît sa situation mieux que tout le monde. Ce plan de sortie, c'est des mesures immédiates qui nécessitent de l'argent. Il faut qu'on puisse payer les dettes, il faut qu'on puisse payer les dettes vis-à-vis des banques, il faut qu'on puisse payer les dettes vis-à-vis des fournisseurs d'électricité. Mais ça nécessite aussi une transition progressive du thermique vers le solaire, l'hydroélectrique, c'est-à-dire les barrages, l'énergie solaire, qui prend un certain nombre de temps, mais qui nécessite aussi de l'argent. Comment nous allons mobiliser cet argent? Qu'est-ce qui peut être fait pendant la transition? Et qu'est-ce qui peut être fait ailleurs? Pour moi, c'est ce type de discussion sérieuse que nous devons avoir. Maintenant, ce qui peut être fait pendant la transition en ce moment,
on convient de ça et on l'explique aux Maliens. Mais pas seulement les autorités, nous tous. Bon, vraiment, la situation actuelle, aujourd'hui, elle ne peut pas évoluer parce qu'il y a telle ou telle difficulté. Donc, pendant la période de la transition, voilà ce qu'il sait à quoi il faut s'attendre. Moi, je pense qu'en faisant ce type d'exercice, même face aux difficultés, il y aura moins de réactions qu'en simplement s'asseyant et en laissant faire les choses. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Je dis simplement, ouvrons un cadre, discutons entre nous, faisons face aux réalités, arrêtons d'accuser toujours les autres, parce que ça n'apporte rien comme solution, et disons ce qui peut être fait objectivement et logiquement aujourd'hui, mais tous ensemble, pas seulement les autorités, les acteurs politiques, la société civile, et portons tous cette résolution. Donc c'est un peu ce à quoi, je pense, j'appelle les uns et les autres face à cette situation. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, c'est Amin Badini, journaliste à la chaîne de la télévision. J'ai 3 questions principalement. La première question, la personnalité que vous êtes, qui a une histoire personnelle avec Kidal, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de la reconquête de Kidal? Deuxième question, est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte de communication pompeuse par rapport à cette victoire éclatante et cette reconquête de Kidal? Et la troisième question, elle est relative aux solutions qu'il faille préconiser spécifiquement par rapport à Kidal, épicentre de ces dissensions internationales. Comme tous les Maliens qui sont rattachés à l'intégrité du territoire, à l'unité du pays, j'ai salué l'arrivée de nos forces armées et sécurité à Kidal et l'arrivée de l'État à Kidal. Moi, mon histoire personnelle avec Kidal, comme vous le dites si bien, c'est justement la volonté de concrétiser cela qui a entraîné les réactions des groupes armés qui étaient là-bas et qui considéraient Kidal un peu comme leur chasse gardée. J'ai dit, si Kidal fait partie du Mali, le Premier ministre du Mali doit pouvoir aller à Kidal. Et si Kidal fait partie du Mali, le directeur régional de l'hydraulique, le préfet, le directeur régional de l'assainissement doit pouvoir travailler à Kidal au service des populations de Kidal. Et c'est pourquoi je suis allé à Kidal pour amener l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé en tant que Premier ministre du Mali. Je ne suis pas allé à Kidal pour faire la guerre. C'est pour illustrer concrètement l'appartenance de Kidal au Mali. Maintenant, les groupes armés, comme vous le savez, ont toujours considéré Kidal comme leur chasse gardée. Si le Premier ministre arrive, il ne nous prévient pas, il ne demande pas notre autorisation, on va faire la guerre. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, l'armée malienne est à Kidal. On a un gouverneur qui se trouve être quelqu'un qui connaît les réalités et qui a eu un discours absolument constructif. Le général Gamou, qui est un militaire, il a dit, pour une fois, je vais aller à Kidal, pas avec des armes, mais avec l'éducation, avec la santé, pour que les populations comprennent que l'État malien, ce n'est pas les armes, l'État malien, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est leur bien-être. Moi, je n'ai pas tenu un discours différent. Donc, je suis tout à fait heureux de ce qui se passe. Et il faut qu'on continue, parce que les populations de Kidal doivent connaître la vérité, doivent savoir que l'État malien, ce n'est pas ce qu'on leur a dit des années durant, et que ça s'illustre par des actions. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Kidal est une région qui n'a pas d'hôpital régional. C'est la seule région du Mali, en tout cas les 8 régions qui existaient avant, qui n'a pas d'hôpital régional. Il n'y a pas 1 kilomètre de goudron dans toute la région de Kidal. Donc c'est le temps maintenant pour l'État de ramener Kidal dans le Mali, non pas par les armes, mais par des réalisations qui vont améliorer le sort des Kidalois. Et moi, je n'ai pas dit autre chose. Et donc, je suis tout à fait satisfait.
quelle que soit la communication autour de ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut s'arrêter à ce qui est fait dans le fond. Et les choses sont vraiment en train d'avancer. Nous avons des gens qui se sont déplacés, qui sont en train de revenir. Le gouverneur régulièrement, il communique là-dessus et il reçoit les uns et les autres. Je pense que ça va dans le bon sens. Il faut continuer dans cette direction-là pour envoyer un message très clair aux populations et à tous ceux qui se complaisaient aussi dans le Kidal hors de contrôle de l'État avec des trafics, avec toutes sortes d'attitudes malveillantes. Voilà un peu ce que je pense par rapport à votre question. Bonjour, monsieur le Premier ministre. C'est Doni Jara du journal Les Confidents et Les Différents, ainsi que ce n'est pour la première fois. Voilà, je vais revenir à la question des énergies. Pensez-vous que actuellement la question nucléaire, on débat toujours ici, peut être une réalité au Mali? Aujourd'hui en Afrique, seule l'Afrique du Sud a une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est beaucoup de procédures avant. Donc c'est beaucoup de délais. Aucune ambition n'est au-dessus des possibilités d'un pays comme le Mali ou comme d'autres pays. Mais la réalité nous impose de savoir que certaines ambitions nécessitent du temps. Et ce temps, il faut se donner les moyens de le parcourir pour obtenir les résultats que nous voulons au bout. Il faut surtout éviter de faire croire à nos compatriotes que la centrale nucléaire va être là au mois de mars prochain et que nous allons avoir de l'électricité au mois de mars prochain grâce à la centrale nucléaire. Avant la centrale nucléaire, je pense que nous avons à régler les problèmes urgents aujourd'hui. Nous avons aussi à mettre en œuvre le plan de sortie de crise que EDM lui-même a élaboré, qui comporte ce que j'ai dit tout à l'heure, un mix de remboursement de dettes, de restructuration de la société et de transition vers des énergies renouvelables. Pour moi, le solaire sera plus facilement réalisé. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. OK? Qui d'autre? Juste une petite dernière question. OK. Voilà. Moussa Mara a été désigné candidat du parti au moment où on sait qu'actuellement sur la transition des partis font face à des sérieuses difficultés. Et puis à un moment où le conseil communal de la commune 4 considéré comme le fief du parti élément est dissous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour pouvoir vous en sortir? Vous ne faire face aux opposants directement. Merci. Bon, là, vous êtes en train de me ramener à la politique politicienne. D'abord, pourquoi la désignation comme candidat à l'élection présidentielle? C'est que Yelema, selon ses textes, c'est le congrès du parti qui désigne le candidat à l'élection présidentielle. Et il se trouve que le congrès est une machine très lourde à organiser. Et nous avions la perspective du congrès ordinaire qui a lieu tous les 3 ans et maintenant tous les 5 ans avec le changement de texte que nous avons adopté lors du dernier congrès. Donc on a utilisé le cadre du congrès ordinaire pour régler la procédure de désignation du candidat, bien que sachant que les élections ne sont pas encore fixées. Mais comme vous le savez, Yelema, c'est un parti qui est résilient, qui est composé d'hommes et de femmes, de jeunes, qui ne sont pas liés au poste administratif, au poste étatique pour vivre. Donc c'est un parti qui tient et qui va tenir. Et comme le président du parti Yelema lui-même le dit, c'est un parti qui n'est pas pressé non plus. Le jour où, à travers l'initiative que je suis en train de lancer ou d'autres initiatives, où on va fixer la date des élections, nous serons prêts pour y participer. Maintenant, ceux qui pensent que le parti Yelema n'existe qu'en commune 4, je voudrais quand même leur rappeler qu'en 2016, les élections communales de 2016, le parti Yelema n'a pas gagné seulement en commune 4, mais l'a gagné dans 16 autres collectivités territoriales au Mali, dont au moins une dans chaque région. C'est-à-dire, le maire de Ombori aujourd'hui, c'est Yelema. Le maire de Mopti, c'est Yelema. Donc, dire que Yelema, c'est la commune 4, je pense que depuis 2016, quand même, ces gens ont cette illustration. Et surtout, au-delà des 15 maires que nous avons eu plus de 400 conseillers municipaux.
Et là, il n'y a pas de cercle au Mali où Yéléma n'a pas un conseiller municipal. Donc ce n'est pas seulement Commune 4 ou seulement Bamako. C'est l'ensemble du pays. Et c'est pourquoi justement, allons aux élections pour voir. Hein? Allons aux élections pour voir. Ok. Merci vraiment. Et bonne journée à vous tous. À la prochaine et que Dieu aide notre pays. Que Dieu aide notre pays. Merci.